Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Nous parlerons ce soir de la jeunesse au Mali. Sur une population de plus de 18 millions d'habitants, près de la moitié, environ 49%, est âgée de moins de 15 ans selon l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages EMOP. Cependant, cette jeunesse est confrontée à plusieurs difficultés et les responsabilités sont partagées selon des observateurs. Mais de son côté, le président de la République a déclaré que son mandat sera celui de la jeunesse. Mais que veut-il dire? À quoi la jeunesse peut-elle s'attendre et qu'est-ce que cette jeunesse elle-même va faire? Nos invités, Ambroise Dako, Arga Mali, Alliance malienne pour refonder la gouvernance en Afrique, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako, Ousmane Maïga, secrétaire général de Ajikad Mali, Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, et Mahamadou Diakité, chargé de communication du programme d'engagement civique de l'USAID PEC Mali. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Avec différents spécialistes de la gouvernance, de la sécurité, de la vie associative, démocratie également et de la communication, nous parlons ce soir de la jeunesse. Ambroise, quelles sont les difficultés auxquelles la jeunesse est confrontée au Mali? Bonsoir, merci pour l'invitation. Je pense que parler de la jeunesse au Mali, dans le contexte dans lequel on est une problématique majeure. Donc nous faisons bien d'installer les débats. Les défis auxquels la jeunesse est confrontée, je pense qu'il s'agit à mon avis de défis de type structurel. Je dis défis de type structurel parce qu'on ne saurait limiter les défis de la jeunesse à la conjoncture dans laquelle on est. Vous analysez la trajectoire de notre pays depuis, j'allais dire, les années depuis la Première République, sous la Deuxième République et même sous la Troisième République. On se rend compte qu'indéniablement, les jeunes sont confrontés à un certain nombre de défis qui ont la vie dure, qui existent et sur lesquels nous avions du mal, en tout cas au plan des politiques publiques, à apporter des réponses durables. Pour ne pas être très évasif là-dessus, on peut citer la question du chômage croissant, qui est un défi majeur au plan structurel. On peut citer aussi la question de la dégradation du système éducatif. Il n'est pas inconnu de nous ici que notre éducation, notre système éducatif est un défaut, et ça depuis plusieurs décennies. Vous prenez aussi la question de la migration qui constitue un fléau majeur de notre société. Ça encore, quand vous analysez, vous trouvez que ce phénomène-là prend racine, n'est-ce pas, dans des trajectoires complexes de la construction de notre État. Mais de mon point de vue, l'un des défis les plus majeurs parmi tant d'autres, c'est aussi l'impertinence des politiques publiques. Parce qu'on se rend compte que, quelles que soient les politiques publiques, les politiques nationales en matière de promotion de la jeunesse, de la citoyenneté, en tout cas d'une manière ou d'une autre, les politiques publiques conçues pour adresser des réponses par rapport aux défis des jeunes, on se rend compte que ces politiques publiques-là se caractérisent par une certaine faiblesse. Donc il me semble qu'à ce temps-là, c'est à ce niveau-là qu'il faudrait davantage questionner notre capacité au plan politique institutionnel à pouvoir cerner déjà les défis auxquels les jeunes sont confrontés et à pouvoir adresser des politiques publiques qui soient efficaces et pertinentes. Baba Dakono, au-delà de l'emploi, l'éducation et la migration, est-ce que vous voyez d'autres difficultés? Alors c'est très important cette question en lien avec ce qu'Ambroise vient de dire, parce que en réalité il y a des défis spécifiques liés aux jeux, mais la jeunesse subit aussi tous les autres défis et elle subit avec beaucoup plus d'acuité parce que vous l'avez dit en début d'émission, c'est une part importante de la population. Donc la question au-delà des questions de l'emploi, au-delà des questions de sécurité, tous les autres défis ont une conséquence sur la jeunesse. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que en plus des questions systémiques, structurelles, il y a aussi la dimension culturelle qu'il faut prendre en compte quand on parle des défis liés aux jeunes, parce que on se rend compte que d'un point de vue culturel, dans nos pays et particulièrement au Mali, il y a une période assez longue avant que les jeunes ne soient actifs. C'est que, au contraire des pays occidentaux, à partir de 15 ans, sinon à 21 ans, on est déjà pleinement dans la vie active.
Ici, on commence à être actif au-delà de 25 ans pour les plus chanceux, et c'est même ancré dans la culture. Et même quand on est actif, on a du mal à dissocier les pesanteurs sociaux d'un rôle indépendant de la jeunesse. C'est-à-dire, dans notre culture et dans notre environnement, on reste éternellement jeune tant qu'on a un aîné. Ça commence d'abord dans la famille. Notre architecture familiale est bâtie de sorte que, quelles que soient les responsabilités qu'on peut occuper au plan professionnel, quel que soit le rôle qu'on joue dans le pays, on restera toujours sous les ordres ou sinon sous la coupe de l'aîné. En fait, une société patriarcale ou matriarcale suivant les milieux. Mais est-il que le rôle actif de la jeunesse ne s'affirme que lorsqu'il y a effacement total des aînés, ce qui peut intervenir très très tard. Donc au-delà des défis culturels, au-delà des défis systémiques, des défis structurels, on a aussi ce défi culturel qui pèse beaucoup sur la jeunesse. D'accord. Ousmane Maïga, voyez-vous d'autres défis? Merci. Je rappelle, je suis secrétaire exécutif du RICAD. D'accord. Je suis tout à fait d'accord avec mes précédents. Ce qui est sûr, il y a un défi par rapport à la gouvernance, et c'est là que je le traduis par cette immersion que les jeunes ont du mal à faire dans la vie publique et dans la vie politique. Et aussi, il y a ce défi intergénérationnel entre les adultes et les jeunes qui n'arrivent pas à s'imposer et qui n'arrivent pas à avoir plus d'espace pour s'exprimer et aussi pour faire connaître un peu leurs avis par rapport à la conduite de la société et le modèle de société que nous souhaitons. Donc je pense qu'il faut cette discussion intergénérationnelle pour que les jeunes aussi puissent faire valoir un peu leurs idées et amener encore plus d'innovation dans la société. D'accord. Mahamadou Diakité. Moi, je dirais, pour approfondir un peu ce que mes précédents ont dit, surtout je m'attelle un peu sur ce que Baba Dakono a dit. Le fait déjà que ce problème culturel pèse, souvent on a du mal même à définir la jeunesse au Mali. On a du mal à le mettre dans un tranche d'âge, parce que souvent on va vous dire que oui, bon, quelqu'un représente la jeunesse, et puis on va se retrouver souvent que l'âge varie, ça peut aller souvent jusqu'à 50 ans. Donc quand est-ce que même on se croit jeune? Ce sont des questions vraiment qu'on doit se poser, et parce que aussi cela permet à la personne aussi de représenter une couche et d'essayer aussi de faire ressortir les besoins de la couche. Et donc, quand il y a ce grand vide entre ceux qui sont supposés représenter la jeunesse et les vrais besoins de la jeunesse, ça fait que déjà les politiques publiques, comme Ambroise le dit, ont du mal à prendre forme. Parce que le but même de la représentativité, c'est ça. C'est qu'à un niveau de prise de décision, que les couches qui sont supposées représenter doivent vraiment se sentir dans les politiques publiques. Et ce gap-là fait que la jeunesse a du mal vraiment à se voir dans les actions de leurs représentants. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. D'accord. Avant d'arriver aux politiques, Ousmane Maïga, est-ce que cette jeunesse elle-même veut assumer des responsabilités, ou est-ce qu'elle veut s'adosser à ses adultes? Oui. Je voudrais bien revenir par rapport à cette définition de la jeunesse par tranche d'âge, puisqu'il y a différentes peut-être définitions selon les organisations internationales, selon l'Union africaine qui l'arrête à 35 ans. Et dans les politiques au Mali, on parle jusqu'à 40 ans très souvent. Donc cela pose un problème, véritable problème d'identification par rapport à ce qui nous représente. Et je pense que oui, cette jeunesse du Mali veut s'exprimer et l'a manifesté depuis toujours, et aussi a été le fer de lance de plusieurs réformes, et aussi est engagé dans les vies associatives, engagé dans l'entrepreneuriat, et engagé aussi sur d'autres fronts, tels que dans le domaine de la culture et aussi de l'agriculture et tout ce qui suit. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir des modèles de jeunes dans tous les domaines, et cela montre un peu la volonté manifeste des jeunes à s'impliquer et à être représentés. Des modèles de jeunes, mais est-ce que la plupart de ces jeunes ne sont pas manipulés aujourd'hui? Oui, tout à fait. C'est le problème que nous avons aujourd'hui, puisque si vous prenez la politique, aujourd'hui, vu la densité ou la force démographique des jeunes, nous constatons que les politiques comptent toujours manipuler ces jeunes, entre guillemets, comme bétail électoral pendant les élections. Et aussi, si vous partez dans le monde des affaires, ce sont les jeunes peut-être qui sont plus exposés à des risques d'emprisonnement, à des risques de perte, de faillite que d'autres. Donc du coup, nous constatons qu'il y a cette volonté, mais qui n'est pas suffisamment accompagnée par les politiques, qui l'utilisent plus comme un moyen
d'amplifier leur pouvoir ou encore de fructifier leur richesse qu'un moyen pour ces mêmes jeunes de se développer et de se prendre en charge. D'accord. Baba Dakono, Ibrahim Boubacar Keïta l'a déclaré, son mandat sera celui de la jeunesse. Mais est-ce que vous constatez une réelle volonté politique en faveur de la jeunesse au Mali? Alors, au mandat de la jeunesse, c'est deux niveaux. On focalise beaucoup plus l'attention sur le niveau opérationnel, qui est le fait de voir des jeunes occuper des responsabilités au premier plan, que ce soit au niveau des postes électifs ou nominatifs. Mais il y a aussi et surtout l'environnement. Je pense que le mandat de la jeunesse doit se caractériser surtout par la création d'un environnement favorable à l'émergence d'une jeunesse. Vous avez parlé tout à l'heure de l'autonomie de cette jeunesse, des risques d'instrumentalisation. Donc le premier rôle de cet environnement politique doit être créer les conditions de l'émergence d'une jeunesse autonome. Autonome, cela implique une jeunesse bien formée. Autonome, cela implique une jeunesse responsable. Autonome, cela implique une jeunesse assez indépendante d'un point de vue financier, que ce soit à travers des emplois créer, donc de travailler pour quelqu'un, ou que ce soit à travers l'auto-emploi. Donc c'est d'abord et surtout, comme je le disais, l'environnement politique et institutionnel qui doit favoriser cela. Et on revient donc au deuxième axe, qui est le fait de voir ces jeunes jouer un rôle de responsabilité, parce qu'on se dirige fatalement dans le pays vers une transition ou une alternance naturelle. C'est vrai que le débat il y a quelques mois était beaucoup focalisé sur la question de l'alternance politique d'une façon voulue obligatoire, mais il y a l'alternance naturelle. Quand on regarde un peu l'âge, sinon les conditions physiques de la plupart des animateurs de la vie politique malienne, on se rend compte que d'ici quelques années, on est obligé d'aller vers un renouvellement de cette élite politique. Donc cela passe nécessairement par l'implication des jeunes dans l'animation des institutions de la République, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau du gouvernement, mais dans l'apprentissage également de ces niveaux inférieurs avant de jouer ces rôles au premier plan. On a des directions, nous avons des centres de formation. En fait, les jeunes doivent jouer les rôles à tous les niveaux, mais avant ça, il faut créer les conditions de l'émergence d'une jeunesse autonome et capable d'assumer les responsabilités qui seront beaucoup attendues d'elle dans quelques années. D'accord, Ambroise. Qu'est-ce qui ne va pas avec les politiques au Mali en faveur de la jeunesse? Ce qui ne va pas avec les politiques, c'est justement de ne pas considérer la jeunesse comme une priorité majeure. Nous prenons acte que le président de la République, lors de son discours, a placé son mandat sous le signe de la jeunesse. Mais j'ai envie de dire que tous les mandats des différents présidents devraient être placés sous le mandat de la jeunesse. Il n'y a pas un seul mandat, tous les mandats devraient systématiquement être placés sous le signe de la jeunesse. Pourquoi? Parce que vous l'aviez rappelé, la population malienne est composée en majeure partie de jeunes. Chaque année, 300 000 jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. Vous aviez un taux de chômage qui concerne généralement les 15 à 35 ans. 40 à 45% de ces jeunes-là n'ont pas accès à l'emploi. Vous prenez la crise de 2012, cette crise-là, qui est-ce qui a payé le lourd tribut? C'est la jeunesse qui a payé le lourd tribut. La jeunesse dans les régions du nord, du centre et même dans les régions du sud du pays. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence a été aussi une faiblesse dans la mise en œuvre des politiques en matière d'éducation, donc davantage de dégradation de notre système éducatif, davantage de faible accès à l'emploi, davantage de faible mise en œuvre des politiques en matière de création d'emplois pour les jeunes. Donc quand on considère cette palette de défis-là, je le rappelle, qui sont des défis conjoncturels, mais qui sont aussi des défis structurels, il est indéniable que systématiquement tous les mandats devraient être celui de la jeunesse. Et simplement pour dire que quand on gouverne un pays, on prend quand même en compte, on intègre la part la plus importante de la population. Donc c'est en ces temps-là que la jeunesse devrait être la cause majeure, n'est-ce pas, des années à venir pour notre pays. Et l'autre aspect que je voudrais ajouter, c'est qu'il est intéressant aussi de disséquer le discours du président de la République. Parce que dans son discours, quand il indique au point 7 de ses priorités, placer son mandat sous les signes de la jeunesse, il évoque trois choses qui me semblent importantes. La première chose, c'est le pacte national de la jeunesse,
qui me semble être une proposition innovante. Ensuite, nous allons rester attentifs pour voir de quoi ce pacte-là répond. La deuxième chose, il a parlé du système éducatif et de création d'emplois. Mais ce que je voudrais ajouter là-dessus, pour être en cohérence avec Baba, c'est justement le fait que, en dehors des aspects liés à la création d'emplois, à l'éducation, c'est davantage d'avoir des politiques qui permettent le renouvellement de la classe politique. Parce que là, ça reste un défi majeur. Si en 2015, nous avions eu la loi 052 par rapport à la promotion du genre, je pense que l'un des défis majeurs en termes de politique devrait être justement le renouvellement de la classe politique pour, comme il a dit, au niveau des postes électifs et des postes nominatifs, on ait davantage de jeunes qui soient aux affaires et qui conduisent à partir d'une nouvelle vision, une nouvelle énergie, la destinée de notre pays. Parce que quand vous analysez aussi la trajectoire des 20 ans des 2-3 décennies dernières, justement, une certaine classe a été au pouvoir. Donc, il y a un avantage, il y a du courage à avoir pour travailler à ce qu'il y ait une nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Et je pense que cela devrait être l'essence de ce que le président a appelé le pacte national de la jeunesse. Il est effectivement bien d'avoir de façon visible quelques jeunes qui soient au niveau des institutions telles que le gouvernement. Mais je pense qu'il est aussi important que cela procède plus d'une stratégie volontariste qui permette à ce que dans les différents niveaux que ce soit, on puisse avoir davantage de jeunes qui puissent accéder, n'est-ce pas, aux différents postes dont j'ai parlé. Et en parlant de jeunes, un aspect aussi qui me semble fondamental, c'est d'intégrer justement le fait qu'on peut avoir des jeunes au niveau des postes sélectifs et des postes nominatifs, mais n'oublions pas aussi la jeunesse au niveau local, surtout au niveau urbain, qui nécessairement ne sont pas dans les espaces politiques, mais sont engagés dans la vie publique en termes de promotion de la citoyenneté, en termes de création d'économie au niveau local. Ces jeunes-là, vous aviez parlé de diversité. Aujourd'hui, vous aviez une certaine jeunesse en dehors des politiques qui contribue justement à créer des richesses, à promouvoir un certain nombre d'initiatives extrêmement intéressantes, que ce soit dans le secteur culturel, dans le secteur associatif. Donc, notre perception de la jeunesse, surtout dans le cadre du pacte national, devrait intégrer, il me semble, cette diversité. D'accord. Diakité, est-ce que cette déclaration du président, que cette déclaration vous semble rassurante? Bon, quand même, déjà, le fait d'avoir une volonté politique, c'est un début. Mais comme Ambroise l'a dit, il faut qu'on aille un peu au-delà de juste la nomination. Il faut qu'on arrive quand même à mettre en place des politiques qui puissent quand même bénéficier le maximum de jeunes. Parce qu'on se focalise plutôt sur les préoccupations des jeunes et non juste d'avoir vraiment quelques jeunes à des postes, que ce soit électifs ou nominatifs. Ce que je veux dire par ça, parce que quand on regarde même la couche de la jeunesse au Mali, on peut le segmenter en différents niveaux. On a des jeunes au niveau rural, on a des jeunes au niveau urbain. On a des jeunes aussi qui se retrouvent dans des zones d'insécurité et en même temps, on a des jeunes de la diaspora. Et en même temps, on a des jeunes aussi qui sont en train de traverser le Sahara pour aller rejoindre l'autre côté. Donc, on doit, d'une manière ou d'une autre, essayer de trouver une réponse à ces questions-là qui va vraiment permettre à l'État même de bénéficier de cette énergie positive que la jeunesse même peut produire. Et à cela, l'éducation est primordiale. L'accès vraiment à l'éducation et surtout à l'éducation de qualité. Parce que c'est vrai que mes précédents ont parlé de renouveler la classe politique. Mais même dans cela, il faut que la jeunesse qui va venir renouveler cette classe-là soit formée. Que cette jeunesse-là soit apte vraiment à prendre en compte les besoins pas seulement de la jeunesse, mais de l'État en entier. Et donc, je pense que la volonté politique, déjà, c'est un bon départ, mais il faut que cela soit matérialisé par vraiment des politiques publiques et que ces politiques-là aussi prennent en compte les différents aspects et les préoccupations de la jeunesse en entier. D'accord. Ousmane Maïga, on va rester toujours dans les responsabilités. Aujourd'hui, est-ce que les jeunes eux-mêmes sont suffisamment responsables? Je pense en premier lieu au Conseil national de la jeunesse. Alors, je pense que c'est toujours le même problème de politique. Le Conseil national de la jeunesse aujourd'hui, moi personnellement en tant que jeune, je ne m'identifie pas au Conseil en tant que représentant de mes voix et aussi de mes préoccupations. Parce qu'il y a une certaine complicité, je dirais, entre
le pouvoir public et c'est le Conseil national de la jeunesse qui est censé faire valoir les idéaux et les aspirations des jeunes, mais qu'on trouve encore un peu plus rattaché au pouvoir et encore plus collaboratif avec eux. Parce que ce qui est très sûr, même si l'État, dans la mission, l'aide de mission au PM, le président il a déclaré qu'il va mettre en place un Conseil supérieur de la jeunesse. Même s'ils mettent tant d'institutions, en tant que cette autonomie et cette liberté d'expression pour ces institutions n'est pas effective, ça ne va pas résoudre les problèmes. Donc je pense que la responsabilisation des jeunes est du fait que ces jeunes soient informés du rôle qu'ils doivent accomplir. Ensuite, qu'on leur laisse l'espace pour faire valoir un peu leur manière de voir la société, de donner leurs idées, quelles qu'en soient, critiques qu'elles soient-elles, que les autorités soient réceptives par rapport à cela. Parce que ce que nous constatons dans le même discours, il dit, le président de la République, qu'il va mettre le mandat sous le signe de la jeunesse, mais en même temps, il stipule qu'il y a des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui utilisent l'Internet, pour un peu parler de la vie publique, mais qui sont dans l'excès. Donc du coup, je ne sens pas trop cette volonté très manifeste de donner toute la liberté à cette jeunesse afin de s'exprimer et de dire ce qu'elle pense de la société. Donc la responsabilisation va d'abord de nous, notre engagement personnel, mais aussi à un certain moment, nous tentons vers un peu une récupération, soit des politiques ou d'autres acteurs. Donc cela doit être corrigé, mais à travers une très bonne formation et un renforcement des capacités assez conséquent. D'accord, Baba. Est-ce que les parents également n'ont pas baissé les bras quand on voit le nombre d'enfants qui sortent de la maison pour partir à l'école, mais qui ne vont pas réellement à l'école? Je crois qu'on on est en train de parler d'un autre niveau, mais peut-être là, focaliser la discussion sur la question de la formation. Parce que ce n'est pas seulement la formation à l'école, on a la formation, si on veut, on a l'éducation sociale, on a les formations complémentaires académiques. Donc en fait, je pense que là, on est en train de revenir sur le fondement de la jeunesse actuelle, c'est-à-dire... Parce qu'on parle de responsabilisation de la jeunesse. Est-ce que cette jeunesse peut être responsable seulement à travers une volonté politique? Non, on n'a pas dit à travers une volonté politique. On parle de responsabilisation en créant un environnement qui puisse le permettre. Et à cet effet, j'ai beaucoup apprécié la catégorisation que Diakité vient de faire tout à l'heure. Parce que c'est vrai que même là, quand on discute jeunesse, on a l'impression de voir un ensemble monolithique, alors que ce n'est pas le cas. Il a donné les différentes catégories. On a des décalages souvent très prononcés entre ces différentes catégories de jeunes. On a les jeunes en milieu rural, on a les jeunes en milieu urbain ou périurbain qui n'ont pas du tout les mêmes attentes et qui n'ont pas les mêmes perceptions de ce qui peut être le développement, de ce qui peut être la responsabilisation de cette jeunesse. C'est vrai que la politique ne peut pas tout faire et d'ailleurs on ne demande pas aux solutions politiques de pourvoir à l'effectivité de cette responsabilisation, mais on dit de créer les conditions qui puissent permettre aux jeunes de s'assumer et d'assumer les responsabilités qui sont attendues d'eux. Et peut-être je voudrais quand même un peu insister sur la formation et dire que c'est peut-être deux dimensions qu'il faut rappeler. La première, c'est l'absence donc de cadre d'apprentissage pratique, parce que c'est sûr qu'être un jeune responsable ou occuper des responsabilités, ça ne s'apprend pas forcément à l'école. Certains, dans le cadre de l'école, peuvent peut-être être des responsables de classe, des délégués, vont apprendre peut-être à assumer des responsabilités, mais tout le monde n'a pas cette chance et tout le monde n'a pas cette vocation. Cela se fait dans le cadre extrascolaire. Ce qu'on voit dans la plupart des pays, en tout cas, si je prends les aspects politiques, dans la plupart des pays qui ont vu leur démocratie renforcée, ils mettent en place ce qu'on appelle les universités d'été. Chaque courant politique a son université d'été au moins une fois par an, où des jeunes se retrouvent et justement pendant quelques semaines, c'est l'occasion d'apprendre de façon active ce que peut être l'animation d'un espace politique, le sens de la responsabilité et tout ça sur fond bien entendu de questions idéologiques qu'ils ont en commun. Donc, ce sont ces genres d'espaces qui manquent un peu. Bon, il y a des associations telles que Agika, d'autres types qui essaient de pourvoir, de combler ce vide-là à travers des sessions de renforcement de capacité. Encore une fois, ce n'est pas tant l'école, ce n'est pas tant la politique qui va résoudre le problème, mais c'est l'environnement et les différentes offres qui doivent concourir à ce résultat. D'accord. Alors, Ambroise, quel mécanisme doit-on mettre en place aujourd'hui en faveur de la jeunesse?
Le mécanisme à mettre en place, je pense il doit être conçu à différentes échelles. Le premier mécanisme qui va, il me semble, c'est, j'insiste toujours sur le discours politique. Le président de la République s'est prononcé et dans son allocution, il allait jusqu'à parler de la réalisation de rêves maliens à travers le pacte national. Donc déjà, qu'au plan politique, on puisse avoir une réelle volonté qui se manifeste à travers ce pacte national, dans la concrétisation duquel nous pensons que l'ensemble des jeunes du Mali devraient d'une manière ou d'une autre contribuer. Ensuite, n'oublions pas quand même que nous avions depuis quelques années maintenant une politique nationale de citoyenneté et de construction civique. Donc la problématique que vous évoquez, une telle politique est censée prendre cela en compte. Travailler sur la formation morale des jeunes, travailler sur la formation physique des jeunes, à travers notamment la mise en place du service national de la jeunesse. Je pense qu'il est bien de le rappeler. Donc, en parlant de mécanisme, c'est aussi de s'assurer que cette politique nationale, à travers son plan d'action, soit effectivement mise en œuvre et bénéficie des moyens publics pour sa mise en œuvre. Et en parlant de mécanisme aussi, je pense que ce soit l'université ou les établissements scolaires, quels qu'ils soient, sont des mécanismes de promotion de la jeunesse et de renforcement de la jeunesse. Et les premiers mécanismes de promotion de la jeunesse dans une république, ce sont ces structures-là, les universités, les établissements scolaires. Et donc, pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école? Pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, il existe aussi des mécanismes. Les mécanismes qui existent en ce temps sont généralement des mécanismes sociaux traditionnels qui n'attendent pas nécessairement la présence de pouvoirs publics. Donc davantage, c'est d'être attentif à ces mécanismes-là. L'autre aspect aussi, c'est de considérer que pour les jeunes, notamment en milieu rural, qui sont hors du système éducatif, l'État devrait aussi engager, n'est-ce pas, un certain nombre de réponses. Et c'est pourquoi j'ai évoqué la politique nationale. Quand vous prenez la politique nationale, la construction citoyenne et les civiques, ça intègre aussi le fait que nous avions au Mali une diversité de jeunes, certains qui sont dans le système éducatif et certains qui n'y sont pas. Donc c'est de s'assurer que ce mécanisme-là fonctionne. Et donc voilà ma réponse à cela. Mais je voudrais, si vous permettez, insister sur un aspect qui me semble récurrent quand on parle de la jeunesse. Vous aviez parlé de responsabilité et vous aviez parlé de manipulation. Généralement, quand on évoque la jeunesse, on aime à évoquer la malformation, enfin, l'incompétence de la jeunesse ou sa manipulation par les pouvoirs politiques ou autres. Je pense que c'est un discours, il me semble, rébarbatif. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont de plus en plus formés, très bien formés. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont ouverts au monde, qui entreprennent des choses extrêmement intéressantes, qui créent, qui innovent. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui maîtrisent les règles de la gouvernance démocratique. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui sont suffisamment engagés dans la promotion de la citoyenneté. Donc, je pense que il y a des jeunes qui se laissent manipuler. Mais ce n'est pas toute la jeunesse malienne. Ça, il faudrait que ce soit bien précis. N'est-ce pas la majeure? Non, ce n'est pas la majeure. Je l'évoque parce que quand on évoque la jeunesse, il y a justement les aspects de politique dont on a parlé, mais il y a aussi le discours de condescendance qui existe. Et notre rôle, je pense qu'à tous aussi, notamment les jeunes, c'est de contribuer à déconstruire ce discours de condescendance qui pense que les jeunes Maliens ne sont pas suffisamment engagés, qui pensent que les jeunes Maliens ne sont pas suffisamment formés. Je pense que c'est un discours qui sert des causes et qui ne sont pas nécessairement vrais. Pour preuve, depuis les années 91, pour se limiter qu'à cela, le mouvement démocratique, la jeunesse malienne a participé, le processus de transition, la jeunesse malienne a participé, la conférence nationale de 91 qui a dessiné l'architecture de notre gouvernance démocratique actuelle, la jeunesse malienne a participé. Vous prenez les grands chantiers de la construction de notre pays, d'une manière ou d'une autre, la jeunesse malienne participe. Donc je pense qu'il y a une économie d'engagement qui est là. Il faudrait davantage valoriser ça et être prudent sur l'économie du discours condescendant qui vraiment ne contribue pas à nous permettre de voir la jeunesse comme des acteurs
capables de rôle et de responsabilité. Parce que c'est à cause de ce discours condescendant que les jeunes se voient refuser des postes de responsabilité. Donc, l'une des actions aussi à mener en termes de construction de la jeunesse, c'est de travailler à limiter la portée de ces discours-là et à construire, n'est-ce pas, des paroles pour montrer dans quelle mesure ces discours-là sont faux et sont anachroniques. Mais pourquoi vous pensez aussi que la situation est aussi détériorée s'il y a suffisamment de jeunes engagés et bien formés? La situation est détériorée parce que, à la base, vous aviez la société malienne elle-même qui est en crise. Il est bien d'indexer les faiblesses de la jeunesse. Vous aviez parlé à un moment donné des adolescents que j'ai suivis, mais en réalité, vous aviez parlé des parents, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? La vérité, c'est que c'est notre société qui est en crise. Quand vous analysez le régime de la crise malienne, en dehors des faits, des facteurs liés à la gouvernance, à la sécurité, aux réformes politiques et autres, en réalité, nous avions une société qui est en crise. Donc la jeunesse malienne est partie prenante de cette crise. Donc il faudrait aussi intégrer cela. La jeunesse malienne n'existe pas en soi. Elle existe dans un environnement social qui est constamment en train d'être déréglé. Donc notre capacité d'analyse devrait nous permettre de distinguer la part de la crise de la société malienne d'avec la part de la crise de la jeunesse malienne. Je ne suis pas en train de dire que la jeunesse est en crise, mais je suis en train de dire qu'une partie de faits ou des phénomènes qu'on reproche à la jeunesse sont souvent des constructions qui ne sont pas solides, qui ne sont pas théoriquement ni intellectuellement solides. C'est simplement des argumentaires pour justement maintenir la jeunesse dans un régime lui excluant, n'est-ce pas, de la sphère de la gouvernance démocratique. Voilà mon discours. D'accord. Ousmane, partagez-vous cette analyse d'Ambroise? Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il est temps d'arrêter de stéréotyper les jeunes. Aujourd'hui, il y a peut-être des partenaires ou d'autres acteurs du développement qui ont fait confiance à des groupes de jeunes, mais qui ne les regrettent pas. Et aussi, il y a aussi cette frange de la jeunesse qui n'est pas encore totalement conscient du rôle et des responsabilités qu'elle a et qui se laisse manipuler à un certain niveau lors des mouvements sociaux qui amènent à la rupture et qui mettent à terre l'engagement de milliers de jeunes qui suivaient ces groupes. Donc, du coup, je pense que c'est un travail à faire et je pense aussi qu'il y a une politisation excessive des questions de jeunesse qui ne reviennent surtout que pendant les périodes électorales. Donc tout cela manifeste un peu une activité plus dense des jeunes pendant ces périodes et ensuite tout disparaît, les associations, les clubs de soutien qui sont souvent dirigés par les jeunes. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, mais aussi il doit y avoir cette durabilité et cette responsabilisation effective. Pourquoi dans ce cas, ces jeunes se laissent faire? La majeure partie des jeunes se laissent faire d'abord à un certain niveau. Il y a cette récupération qui se met dedans. Et à un certain niveau aussi, il y a l'aspect familial, surtout des jeunes qui sont engagés dans la société civile, qui sont des activistes. Et il y a souvent aussi cette rétention de la famille qui veut coûte que coûte protéger leurs enfants, demande à des jeunes de ne pas aller à certaines actions dans la vie publique ou d'être menacés par des politiques ou d'autres aspects qui peuvent peut-être mettre en danger leur vie. Aussi, il y a ce manque d'accompagnement de ces jeunes. Il y a ce manque d'accompagnement. Si aujourd'hui, si nous laissons juste à l'État d'accompagner des organisations de jeunes à s'engager et d'accompagner d'autres groupements de jeunes, ça aura toujours une fin politicienne. Et du coup, ça va mettre un peu à terre cette ambition des jeunes à faire changer les choses. Mais il y a encore, je suis d'accord, que des jeunes qui sont conscients et qui veulent vraiment du changement. D'accord, nous allons parler des solutions. Diakité, que faut-il aujourd'hui pour la jeunesse malienne? Je crois que ce que moi je propose, comme pour ajouter un peu ce que Sir Ambroise a dit, il faut déjà qu'on mette en place un environnement sain qui promouvoit vraiment l'effort, qui promouvoit l'excellence, qui promouvoit la qualité. Et c'est ça en fait le problème. Mais qu'est-ce que vous appelez un environnement sain? Parce que ce qu'on voit au Mali en général, les jeunes dont Ambroise parle, les jeunes capables qui ont vraiment la capacité de gérer les institutions, qui ont la capacité de créer de l'emploi ou de vraiment créer de la richesse dans le pays, ne sont pas forcément des jeunes qui sont mis en valeur. En général, on voit vraiment des jeunes qui arrivent à crier à gauche, à droite, qui vraiment attirent l'attention du grand public. Et aussi, la jeunesse voit maintenant même la politique comme un moyen d'accéder au boulot ou d'accéder à l'argent.
Et la politique se plaît dans ça. C'est d'où vient la manipulation. Quand tu as en face de toi un jeune qui est diplômé, ça fait 5 ans, qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de source de revenus, c'est plus facile de manipuler ces jeunes-là que d'avoir autour de toi une jeunesse autonome, capable de réfléchir, qui peut vivre au-delà de la politique. Et donc, si on n'arrive pas vraiment à créer cet environnement sain qui promouvoit la qualité même du travail, on va toujours rester vraiment dans cette manipulation, et les jeunes vraiment excellents qui existent ont du mal à trouver un espace pour s'exprimer. Parce que, en général, ce que l'on dit souvent quand ça gêne, on n'est pas invité. Et alors que si on veut vraiment... la gouvernance évolue, l'être humain même évolue. Donc ça veut dire que une fois que la société évolue, il faut amener des solutions aussi qui doivent évoluer avec la société. Et donc les jeunes qui sont capables à faire ça, l'État doit trouver des moyens vraiment de promouvoir ces jeunes, et afin que le Mali puisse aller de l'avant. Baba, quelles peuvent être ces solutions qui peuvent faire évoluer la société malienne et la gouvernance? Peut-être je vais paraître insistant sur la question de l'environnement, mais comme Diakité, je suis d'accord que c'est tout d'abord une question d'environnement. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur ce qu'Ambroise disait, qui a été repris par Maïga, sur le fait que oui, on a un discours à déconstruire. Je suis tout à fait d'accord avec lui, mais cette volonté de déconstruction de ce discours ne doit pas occulter aussi l'ampleur des défis dont certains viennent d'être rappelés par Diakité tout à l'heure. Le premier et le principal défi, c'est d'abord quand on est jeune, on a la passion, on a cette volonté de changer les choses. Donc l'instrumentalisation repose sur les conditions même des jeunes, ce qu'ils veulent. C'est cette passion, cette volonté de vouloir changer les choses qui est détournée par les politiques. La deuxième chose qui fait l'objet d'instrumentalisation, c'est la précarité. D'où, quand je parle de solution, je parle de la nécessité de créer un environnement. Tant que les jeunes seront dans une condition de précarité, ils seront toujours objets à manipulation, c'est-à-dire précarité emploi, précarité ressources financières, précarité même de rôle social, parce qu'on va revenir à la question culturelle qui fait que le rôle social ou le plan ou la place que tu occupes dans la société joue un important rôle sur tes décisions. Donc, somme toute, en fait, on a véritablement de jeunes capables aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils représentent une masse critique, peut-être que oui, mais cela ne doit pas occulter l'ampleur de l'enjeu auquel fait face aujourd'hui la jeunesse, celle de pouvoir mitiger ces conditions qui sont exploitées par les autres, les acteurs politiques principalement. Quelle solution? La solution, je reviens, vous me faites insister sur la question de créer un environnement, mais je vais peut-être un peu arrêter de pointer du doigt les autres pour cette fois-ci, en termes de solutions, parler aux jeunes eux-mêmes. Les choses ne seront jamais données. Il est difficile qu'on prenne les choses. On prend l'exemple même du fondement de notre pays qui est l'indépendance. Elle n'a pas été donnée, elle a été arrachée. Et l'indépendance de la jeunesse, la responsabilisation de la jeunesse ne sera pas donnée. Il faut l'arracher, il faut aller chercher ce qu'on veut. Et justement, pour revenir à ce que Diakité disait tout à l'heure, on a aujourd'hui, les plus audibles sont peut-être ceux qui ne sont pas représentatifs des jeunes de qualité. Mais il faut aussi avouer que les jeunes de qualité se sont mis à l'écart pour X raisons. On a les meilleurs diplômés jouent les rôles dans des entreprises commerciales et se contentent de leur accomplissement personnel ou individuel. D'autres, pour des questions d'autres types de réserves, jouent des rôles mais vraiment très réservés et confinés à leur propre bien-être. Si les jeunes de qualité ne viennent pas au charbon, ceux qui seront au charbon seront les plus écoutés. Donc, la première solution viendra de la jeunesse elle-même, qu'elle comprenne que rien ne sera donné, tout doit être arraché. Je ne dis pas de vandaliser pour arracher, mais il y a des luttes politiques à mener, il y a des luttes de mutation qui doivent entraîner des mutations sociales qui doivent être entreprises, mais tout ça, personne ne le fera à la place des jeunes. En 1991, Ambroise a rappelé que des jeunes ont joué un rôle dans l'édification de la Troisième République. Les jeunes aussi ont joué un rôle dans l'indépendance. Les luttes politiques pour l'indépendance du Mali ont commencé en 1946.
Imaginez l'âge de Modibo Keïta en 1946. Mamadou Konaté était le plus âgé, il avait moins de 40 ans. Donc ce sont toutes les fois où il y a eu un véritable accomplissement d'un destin national dans ce pays, ça a été fait par des jeunes qui sont aujourd'hui vieux, d'autres ont disparu aujourd'hui. Donc il appartient à la jeunesse actuelle de prendre conscience des enjeux et de jouer le rôle qui est attendu de lui. Donc les solutions ne sont pas des recettes qu'on doit aller prendre, mais des luttes politiques, institutionnelles et culturelles que la jeunesse doit engager, et je crois qu'elle est sur cette voie. Le Conseil national de la jeunesse peut-il jouer ce rôle? Le Conseil national de la jeunesse est une organisation fêtière et souffre des mêmes problèmes que toutes les organisations fêtières au Mali aujourd'hui. Une crise de représentativité. Ambroise a parlé d'une crise de société dans le Mali, et dans cet environnement de crise de confiance, de crise de représentativité entre ceux qui élisent et ceux qui sont élus, il est très difficile de pouvoir jouer un rôle. Et le Conseil doit également passer par le type de réforme souhaitée pour donner une vitalité à notre démocratie, à notre gouvernance, mais également à notre modèle de représentation et de représentativité. Ambroise, peut-on s'attendre à une coordination des actions de cette jeunesse elle-même? Ça demeure un défi parce que nous constatons qu'en dépit de l'existence d'une structure fêtière, la jeunesse reste émiettée. Elle ne parle pas toujours d'une même voix et d'une seule voix, donc ça reste un défi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir compte de cette diversité de voix et de voir dans quelle mesure la diversité de voix donne sens à un idéal commun ou partagé par l'ensemble des jeunes. Mais je pense qu'il n'y a pas de miracle. Hein. Les jeunes aspirent à la même chose. Et vous aviez parlé de solutions. Moi, je vois les solutions sur 4 régimes. La première nature de la solution, c'est davantage de sérieux, sinon de volonté dans le discours politique. C'est vrai que le président de la République s'est prononcé, mais le discours politique, il est extrêmement important parce qu'il donne l'impulsion, il donne les orientations. L'idée de politique, de plan national, de pacte national de la jeunesse peut être une bonne idée, justement si elle permet de donner l'impulsion et les orientations nécessaires. Mais serait une bonne fausse idée, sinon une fausse bonne idée, si justement elle devrait se limiter à avoir simplement ça et là quelques nominations. Simplement pour dire que nous devrons insister à avoir une constance dans cet engagement politique en faveur de la jeunesse. Deuxièmement, il faudrait aussi qu'au plan opérationnel, il y ait une performance dans la mise en œuvre des politiques publiques. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, ou ce sur quoi il faudrait qu'on réponde, l'ensemble des secteurs d'intervention de la vie publique sont des secteurs à destination de la jeunesse. Quand vous prenez la santé, quand vous prenez l'environnement, quand vous prenez, je ne sais pas moi, les questions de famille, quand vous prenez les questions liées à l'hydraulique, à l'agriculture, toutes ces questions-là participent de la mise en œuvre des politiques pour les jeunes. Donc, une chose est d'avoir des politiques spécifiques à l'endroit de la jeunesse, en termes de citoyenneté des civiques, mais j'insiste pour dire que là encore, il ne faudrait pas qu'on soit dans une logique réductrice. Le besoin de la jeunesse n'est pas simplement le besoin de citoyenneté, de civisme et de renforcement civique. C'est aussi un besoin amélioré en termes d'accès à la santé, à l'éducation, à tous ces... Donc c'est pourquoi une meilleure gouvernance dans l'ensemble de ce secteur est extrêmement importante. Et quand on parle d'une meilleure gouvernance, c'est aussi que ceux qui sont aux affaires, on puisse limiter la corruption, travailler davantage s'engager pour la jeunesse. À vous, Ousmane Maïga, est-ce que vous pensez qu'au cours de ce mandat, ce second mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, la situation va changer? Je ne suis pas tout à fait optimiste, parce que déjà les 5 années qui viennent de s'épuiser, je n'ai pas constaté un grand changement par rapport à ces politiques qui ne sont pas, selon moi, assez sincères, qui sont juste peut-être des discours politiques, mais dans l'opérationnel ne sont pas effectifs. Et du coup, je pense qu'on doit aller vers une implication assez sincère des jeunes, d'abord en les consultant dans la prise de décision, en les impliquant dans l'exécution, en étant redevables vis-à-vis de ces jeunes, et aussi en leur donnant plus d'autonomie afin qu'ils puissent faire valoir
D'accord, espérons que ce sera le cas et c'est ce qui met fin à ce débat de 45 minutes. Merci à nos invités, Ambroise Dako de Arga Mali, Alliance malienne pour refonder la gouvernance en Afrique, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité de Bamako, Ousmane Maïga, secrétaire exécutif de Ajikad Mali, Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, et Mahamadou Diakité, chargé de communication du programme d'engagement civique de l'USAID PEC Mali. Je rappelle que c'est un débat en partenariat entre Studio Tamani et le programme d'engagement civique de l'USAID PEC Mali, débat diffusé sur les 70 radios partenaires de Studio Tamani. Merci de l'avoir suivi. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.